Dans l'épisode précédent, nous avions évoqué deux extraordinaires tentatives de coup d'État sur la personne du roi. Défiant la mort, le roi s'en sortit indemne à l'étonnement général et commence alors un certain redressement de son image. Il nous faut aborder aujourd'hui l'événement le plus fameux du règne de Hassan, la Marche verte. Alors, la Marche verte, c'est le nom qu'on donne à la conquête du Sahara espagnol, c'est ça? Pas tout à fait. C'est la revendication par le roi des droits marocains sur le Sahara. Et les Marocains sont plutôt d'accord. Bah, je sais pas si t'as un peu parlé avec des Marocains, mais grosso modo, il y a un consensus total et absolu sur cette question dans le pays. Ces revendications reposent principalement sur le fait que le territoire saharien était sous contrôle marocain du XIe au XIIe siècle, sous les Almoravides, contrôle qui s'est relâché par la suite et a repris solidement du XVIe siècle jusqu'à l'occupation espagnole de 1884. Il s'agit d'un territoire très peu peuplé qui n'a jamais eu d'État autonome dans l'histoire, et donc son rattachement au Maroc n'est pas particulièrement choquant, même s'il peut gêner certains chefs de file de la lutte contre l'Espagne. Beaucoup de Marocains craignent que la République sahraoui, étant trop faible pour exister vraiment, pourrait prendre les caractéristiques formelles d'un État tout en étant solidement tenu en laisse par l'Algérie, ce qui serait, à leurs yeux, totalement inacceptable. Le Maroc veut récupérer le Sahara, mais les Nations Unies restent assez ambiguës. Elles reconnaissent l'existence de droits de tribus favorables à l'annexion, mais exigent quand même un référendum d'autodétermination. Mais le Maroc ne veut pas de référendum, ça serait incertain. Il fait plutôt une marche. Cette marche, elle part de Tarfaya pour aller jusqu'à Daoura, au Sahara. Et elle mobilise 350 000 personnes. Alors il y a des bus à fréter pour le départ, des réseaux de ravitaillement bien organisés, une prémilitarisation, fin octobre, de certaines villes du Sahara. La marche a lieu le 6 novembre 1975 et c'est un succès total. Donc, c'est par une sorte de coup de force qu'il s'impose. Mais, et c'est là le génie incroyable de Hassan II, il associe le peuple marocain à sa démarche. Il montre qu'il n'agit pas par un esprit de conquête, par un orgueil de dynaste, il accomplit la fonction que les Marocains attendent de lui. Remarquez que les marcheurs ne sont pas armés, ils portent le Coran. La marche verte, c'est un peu le djihad. Alors vous savez, il y a le djihad militaire et puis il y a le djihad pacifique. Le commandant des croyants donne une leçon de religion au monde musulman au passage. C'est brillant. Et ce n'est pas tout. Il met également le monde occidental, et en particulier l'Espagne, devant un fait accompli. Il faut dire que c'est un moment où le général Franco est en agonie, qu'il va bientôt mourir. J'ai l'impression qu'on est en train d'achever le vieux en lui arrachant encore un organe, quoi. Oui, et de fait, les Espagnols acceptent de se détacher du territoire, et ils finissent par trouver un accord. Ils donnent les 2 tiers nord au Maroc et le dernier tiers sud à la Mauritanie. En décembre, le Maroc investit militairement La Ayoun et commence l'interminable querelle du Sahara occidental. Dans sa conquête du Sahara, le Maroc trouve principalement deux adversaires. Le Front Polisario, qui est une organisation nationaliste révolutionnaire sahraoui qui veut un Sahara indépendant et qui a atteint des effectifs de quelques milliers d'hommes, l'effectif maximal étant atteint en 1980 avec 15 000 hommes, mais le plus souvent beaucoup moins. Ces petits effectifs lui donnent une bonne mobilité mais peu de légitimité. Il est armé par des ennemis de la monarchie marocaine, l'Algérie et la Libye. Notons aussi que le socialisme révolutionnaire du Polisario est empreint de la même philosophie politique que l'Algérie. Il espère combler son manque de justification historique par un universalisme philosophique. Bien sûr, les adeptes du Polisario au Maroc sont violemment pourchassés par le régime d'Hassan II. L'Algérie a aussi ponctuellement participé au combat, mais après la bataille d'Amgala, il est évident que le Maroc est en capacité de repousser ses ennemis, et cela finit par décourager l'Algérie qui se retire. Mais comment le Polisario arrive à résister à des armées marocaines de 50 000 hommes? Parce que le Polisario, s'il ne peut pas vaincre le Maroc, obtient néanmoins des succès contre la Mauritanie, pays beaucoup plus faible, beaucoup plus instable et beaucoup moins peuplé. Le Polisario multiplie les incursions sur le territoire national mauritanien et va même jusqu'à bombarder la capitale, Nouakchott. La Mauritanie demande alors aux Français d'intervenir, ce qu'ils feront, mais ils n'arrivent pas à sauver ce pays qui est complètement en crise en fait à cette époque. Mais voilà, les convulsions de la Mauritanie ont permis au Polisario de se sauvegarder et de mener des assauts également au Maroc. Hassan, il fait alors construire un mur. Toutes les années 1980, la violence continue au désavantage du Polisario,
et on repousse les frontières. En fait, les Sahraouis hostiles au Maroc se réfugient soit dans le quartier général de Tindouf, prêté par l'Algérie, soit sur la bande saharienne que le Maroc ne peut pas encore contrôler et dont la superficie se réduit au fur et à mesure que le mur marocain avance. Vous avez ici sur la carte l'évolution des murs successifs qui ont permis au Maroc de contrôler petit à petit la majeure partie du territoire. Quoi qu'il en soit, la guerre s'enlise et diminue en intensité jusqu'en 1989 pour finalement s'éteindre complètement, faute de combattants. On estime que ce conflit a fait à peu près 16 000 morts. C'est incontestablement un grand succès pour Hassan II, il a enfin réparé l'échec de la guerre des sables. Son honneur est complètement sauf. Ce régime autoritaire, on l'a vu avec Ben Barka et Oufkir, implique l'assassinat des opposants. C'est ainsi qu'en 1975, un colis piégé tue Omar Benjeloun, qui était l'un des principaux opposants socialistes au Maroc. Le successeur d'Oufkir est le colonel Ahmed Dlimi, celui qu'on suppose avoir liquidé son patron, Oufkir, avant de prendre sa place. Croyez-le ou pas, le même Ahmed Dlimi, nouveau numéro 2 du régime, va voir son tour arriver puisqu'il meurt dans un accident de voiture à Marrakech en 1983, dans des circonstances extrêmement louches, après avoir été écarté par le pouvoir royal. Ces années de répression, tout azimut, on les appelle les années de plomb. Les journalistes, les opposants, les frontistes, parfois de parfaits inconnus, disparaissent et ne reparaissent pas. On peut penser par exemple à l'affaire Bourkat. Un beau jour, 3 frères ont complètement disparu de la circulation et en fait ont été torturés dans les geôles du régime sans même qu'on en informe la famille. On est bien face à un régime autoritaire très dur. En 1981, des émeutes éclatent à Casablanca. Le motif de ces émeutes est la hausse des prix des denrées. Sous le règne de Hassan, le chômage augmente énormément, la pauvreté aussi. Les villes connaissent une pauvreté croissante et ces émeutes sont réprimées par Driss Basri, le successeur de Oufkir et Dlimi. Et on doit déplorer, comme pour les fois précédentes, plusieurs centaines de morts. Cette ville est quasiment constamment en émeute en fait. Oui, on a vu celle de 52, réprimée par Duval, celle de 65, réprimée par Oufkir, maintenant de nouveau en 81, c'est Driss Basri qui fait le boulot. En fait, la situation à Casablanca ne s'améliore pas. Des bidonvilles se forment, ici comme ailleurs d'ailleurs. La frustration sociale est toujours plus énorme les années passant. Le fait est que Hassan est un chef d'État très corrompu, son règne d'un point de vue économique n'a été que pot de vin, spéculation immobilière, concentration foncière et folie néolibérale. Il faut le dire, hein, si le Maroc est un pays corrompu, c'est aussi que la monarchie a donné le mauvais exemple, très tôt. Les auteurs des coups d'État, comme Medbou et Oufkir, sont absolument pétrifiés devant le niveau de corruption du roi. Et puis, les années 1980 enfoncent le régime dans les affres du néolibéralisme. L'État, qui est sous influence des grandes banques mondiales, abandonne une à une ses politiques de production et de développement du pays. À une exception près, c'est la politique des barrages. Hassan II a énormément fait pour munir son pays de barrages. Il désirait irriguer, je cite, 1 million d'hectares avant l'an 2000. Et il y est arrivé. Ça fait partie des points très positifs du régime, incontestablement. La résistance du Maroc aux sécheresses, il le doit à Hassan II. Mais là encore, faut pas être naïf, qui dit irrigation dit hausse des prix des terrains et dépouillement des petits paysans, probablement. Le 20 avril 1986, 4 enfants discrets, 2 garçons et 2 filles, se rendent dans l'ambassade française de Rabat, mais sans succès puisque l'ambassade est fermée. En effet, ce jour-là, c'est le lundi de Pâques, jour férié en Occident. Ils se rendent à l'ambassade de Suède, qui elle est ouverte, et font passer un message à la secrétaire, un petit message sur lequel il est écrit « Nous sommes les enfants du général Oufkir et nous demandons l'asile politique à la Suède ». Évidemment, la secrétaire demande aux plaisantins de trouver une autre ambassade pour faire leur farce. 2 jours plus tard, le 22 avril 1986, un appel sonne à Radio France Internationale et un enfant, au téléphone, dit, je cite, « Nous sommes les enfants du général Oufkir, nous nous sommes enfuis de la prison, nous sommes à Tanger, au secours. » Non, le roi a fait enfermer les enfants du général?
Mais il est pas bien. Alors, remontons un petit peu le temps. Fatema Oufkir, la femme du général, n'est pas du tout une inconnue. C'est l'une des personnes les plus remarquées de la cour dès les années 50. C'est une berbère de la région des Zemmour qui, après son mariage avec Oufkir, est entrée dans l'intimité du roi. Sa fille a été adoptée par Mohamed V et Hassan II a été son ami du temps où il était prince. Elle n'a jamais été sa maîtresse, contrairement à ce que tout le monde répète bêtement, mais il y avait entre eux une réelle amitié, c'est certain, même après qu'il devint roi. En juillet 1972, le roi part pour Paris, elle échange avec lui quelques mots juste avant qu'il prenne l'avion. En fait, c'est la dernière fois que le roi et Fatema Oufkir se voient, puisqu'au retour de ce voyage, survient le coup d'état des aviateurs. Oufkir est exécuté, et commence alors un long calvaire. Et oui, la famille Oufkir, c'est-à-dire Fatema, ses 6 enfants dont l'aîné Malika avait été adopté par Mohamed V, et dont le benjamin Abdelatif n'a que 3 ans, ainsi qu'une cousine et une nourrice, sont enfermés dans une prison au sud du Maroc, proche de la frontière algérienne, puis à Birdjib, près de Casablanca. Les conditions de vie sont d'abord correctes, puis les restrictions de nourriture, la privation de livres, le refus de soins des malades, les anémies, les œdèmes, les abcès commencent à empoisonner complètement leur quotidien. Au bout d'un moment, les gardiens ont fini par exiger que les membres de la famille soient séparés dans des cellules différentes. Entre 1979 et 1986, soit pendant 8 ans, Fatema n'a pas pu voir le visage de ses enfants, bien qu'ils soient enfermés dans la cellule d'à côté. Elle ne pouvait que parler avec eux à travers les parois. Et finalement, quand elle a pu les revoir en 1986, elle ne les a pas reconnus, tant ils avaient maigri et étaient affaiblis par leur maladie. Après une grève de la faim de 43 jours, qui n'eut absolument aucun effet, la famille Oufkir a mûri un plan d'évasion. Le 19 avril 1986, par une espèce de miracle, 4 enfants parviennent à s'évader grâce à un tunnel creusé sous une dalle de l'une des cellules, percement qui a duré 3 mois. Alors par la suite, les enfants ont demandé l'appui de Mitterrand, le monde entier découvrit l'existence de la famille Oufkir, et sous l'effet des pressions internationales, les conditions de détention deviennent luxueuses à partir de cette date. Mais il faut attendre 1991 pour qu'enfin leur liberté soit retrouvée. Alors Fatema a demandé une audience royale, histoire de discuter un peu de tout ça avec Sa Majesté, pourquoi pas. Hassan a refusé bien sûr, ils se sont connus personnellement, ce sont d'anciens amis, donc bonjour la gênance absolue quoi. Ouais, le roi a préféré refuser, de toute façon il était déjà très vieux. Pourquoi je vous raconte tout ça? On parle ici d'une vengeance royale. Je rappelle que le Benjamin est entré à 3 ans, il s'est évadé à 18 ans. Au vu de ce que Hassan a été capable d'infliger à des enfants, je vous laisse imaginer ce qu'ont pu subir les prisonniers de Tazmamart, qui eux avaient du sang sur les mains, et dont la moitié sont morts pendant leur détention. Retenez donc un peu cette histoire, elle prend sa place dans ce qu'on appelle les années de plomb au Maroc, et on va en reparler. La monarchie absolue de Hassan est assise sur une constitution qu'il promulgue en 1962 et qu'il s'amuse toute sa vie à amender, rectifier, suspendre, remettre, tout le temps, ça c'est une habitude chez lui. Et que finalement il n'y aura pas deux chambres mais qu'il y aura une seule chambre, et qu'on va lui rajouter des prérogatives, et que plus tard on va lui rajouter des commissions d'enquête, et que finalement on repasse à deux chambres parce que tel est notre bon plaisir. Au total, 5 réformes constitutionnelles pendant son règne, et à chaque fois il fait un référendum. L'objectif étant de solliciter sa meilleure arme, l'attachement profond des Marocains à la monarchie. En fait, il veut montrer que le roi se charge personnellement de faire évoluer le pays vers une démocratie, qu'il faut lui faire confiance, et donc n'essayez même pas de mettre une république au Maroc, ce serait complètement inutile. Et cette stratégie est loin d'être débile, hein, je précise. Le règne de Hassan est marqué par la corruption, ce n'est un mystère pour personne. Et notez bien que la corruption, c'est quelque chose de contagieux. Elle peut contaminer toutes les hiérarchies de la fonction publique si on laisse faire. Hassan est corrompu, il est réfractaire à l'idée d'une politique sociale, il est un appui pour la grande bourgeoisie. Bref, sur cette question, c'est plutôt, il me semble, un exemple à ne pas suivre. On aurait pu penser qu'au moins Hassan, du fait de sa proximité avec la France, ne commettrait pas l'erreur de l'arabisation de l'enseignement, comme l'Algérie. Mais c'est tout le contraire.
L'arabisation, promue dans les années 70, consiste à dispenser en langue arabe littéraire l'éducation aux jeunes Marocains, totalement dans le primaire, et de façon partagée avec le français dans le secondaire et le supérieur. Généralement, les disciplines sociales et humaines sont en arabe, tandis que les matières scientifiques sont plutôt en français. Cette arabisation va de pair avec une islamisation de l'enseignement. Hassan a beau être proche de la France, en fait, il a laissé le parti de l'Istiklal, beaucoup plus intransigeant que lui sur ces questions, se charger de réformer l'éducation. Dans ce domaine, il a omis de brider les ardeurs nationalistes de l'Istiklal, et cela a débouché sur cette regrettable réforme de l'arabisation que pourtant il aurait pu facilement empêcher. Ce faisant, il tombe dans une erreur très grave. L'arabisation revient à rudoyer les professeurs francophones, à établir une confusion dans les esprits des élèves, qui se retrouvent avec deux langues d'apprentissage au lieu d'une. En outre, les professeurs arabophones, qui sont venus d'Égypte ou de Syrie, ont une fâcheuse tendance à diffuser les thèses des frères musulmans, à éloigner les élèves de la francophonie et des ressources intellectuelles précieuses qu'elle comporte, à enrober même les sciences humaines de considérations très religieuses. Cette arabisation impacte également les berbères, puisque les arabes nationalistes cherchent à limiter autant que possible l'emploi des langues berbères, ce qui revient à effacer l'identité berbère du Maroc. Cette politique sera corrigée à partir de 2003 par le successeur de Hassan. En tout cas, aujourd'hui, il est communément admis que l'arabisation de l'enseignement fut une parfaite catastrophe en termes de résultats scolaires et de promesses de développement. Pour ce qui est de la santé, le système de sécurité sociale des Marocains laisse franchement à désirer. En fait, plus de la moitié des Marocains sous Hassan n'ont pas de couverture sociale, mais je ne vais pas insister sur cette question. Donc si on regarde la corruption, l'éducation et la santé, le règne de Hassan II peut paraître très négatif. Mais on peut aussi regarder les aspects positifs de son règne. En premier lieu, la politique des barrages. Sur ce point, Hassan II a fait construire un très grand nombre de barrages, et quand on sait l'importance de l'eau dans un pays comme le Maroc, il faut savoir lui reconnaître ça. On peut aussi ajouter que c'est sous son règne, en 1996, que le gazoduc Maghreb-Europe a été inauguré, qui livre en partie du gaz algérien au Maroc. Il a aussi essayé de développer une raffinerie pétrolière marocaine, Samir, tout près de Casablanca, une entreprise fondée en 1959. Alors ça a été un échec, l'entreprise a été privatisée à la fin du règne et a fini par faire faillite. Une des ressources qui vont contribuer pendant cette période à la richesse du Maroc, ce sont les phosphates, qui sont exploités par l'Office chérifien des phosphates. Il s'agit d'un monopole d'État pour l'exploitation des minerais phosphatés, par la méthode des chambres et piliers. On réalise ensuite sur le phosphate abattu des opérations de criblage, de calcination et, à partir de Hassan II, le développement de ce secteur continue avec des opérations d'enrichissement par lavage. Les phosphates permettent également le développement de ports d'embarquement comme Safi et Casablanca et de nouvelles usines chimiques pour la transformation des phosphates obtenus. Hassan II a également contribué au développement du tourisme balnéaire, mais il finira par laisser ce secteur dans des mains privées, et c'est surtout sous son successeur que de grands progrès seront réalisés dans ce domaine. De manière générale, la croissance économique est plutôt positive pendant la fin du règne. On peut ajouter certaines réussites comme l'université Kadi Hayat de Marrakech ou la bourse de valeur de Casablanca, qui est quand même la deuxième bourse africaine. Et puis pour la religion musulmane, il a fait construire la grande mosquée de Casablanca, la mosquée Hassan II, avec l'aide du groupe Bouygues, qui a permis de relancer des savoirs précieux, l'architecture marocaine, l'artisanat marocain, etc. Sur la question des femmes, en 1993, Hassan II promulgue un nouveau code de la famille, plus favorable aux femmes. Par exemple, la femme ne donnait pas de consentement jadis pour le mariage, et depuis 1993, depuis ce nouveau code, elle doit maintenant donner son consentement. Et elle a aussi possibilité de demander une option au moment de la signature du contrat de mariage qui lui donne droit à demander le divorce. Il y a aussi des restrictions vis-à-vis de la polygamie et on peut considérer que ce code instaure une égalité de traitement entre les deux sexes de façon assez satisfaisante. Majesté, je n'ai pas prononcé de nom. Est-ce que vous me donnez un espoir? En fait, il ne faut pas toujours vous prévaloir de notre amitié pour aller plus loin qu'il ne Ben, faut. un ami, Daniel, enfin, quand même, dès qu'on a su que vous exagérez. disiez m'honorer de mon amitié, je me suis senti beaucoup plus de devoir. Et d'ailleurs, ils sont tous venus chez moi, vos mécontents. Ah bon? Eh bien oui. Ben, il va falloir que je vous mette sous écoute dans ce cas-là. Oui.
Cette séquence, où Jean Daniel interroge clairement le roi sur le sort des enfants Oufkir, n'a pas manqué d'étonner bien des observateurs. Après avoir donné une réponse évasive qui laissait planer un certain malaise, Hassan II avait fini par se sortir de cette situation délicate par l'humour, comme le font tous les hommes éloquents, et en l'occurrence, le spectateur finissait presque par oublier qu'on était en train de parler d'enfants isolés, emprisonnés, sous-alimentés et malades. Alors pourquoi Hassan fut capable d'une telle cruauté envers des enfants innocents? Je pense que l'explication principale tient dans la personnalité du roi. Hassan est un homme narcissique. Je veux dire par là qu'il porte une attention démesurée à son image et qu'il ne connaît pas de limite dans la cruauté pour ceux qui font remarquer par malheur les quelques imperfections qui entachent cette image. Parmi ces imperfections, il y a par exemple sa propension au mensonge. Écoutons par exemple ce qu'il peut répondre à une journaliste l'interrogeant sur l'état des tortures dans les prisons. Si je savais que le 1% de ce qui est écrit dans ces rapports que je n'ai jamais lus existait, je puis vous assurer que je n'en dormirai pas, que je ferai d'abord ce qu'il faudrait pour que cela cesse. Comme on le voit, Hassan use du mensonge régulièrement. Est-il un menteur de nature? Je ne dirais pas cela. S'il ment de temps en temps, c'est d'abord parce que les médias occidentaux lui font du charme. Il a une élocution agréable, il a du style, il est bien habillé, il a de l'humour. Les Français l'adorent. Sans doute n'est-il ni pire ni meilleur que d'autres dirigeants autoritaires en matière de torture dans les prisons. On peut penser à Hafez, à Kadhafi, à Moubarak, mais lui, contrairement aux autres, il est l'interlocuteur choisi par l'Occident. Et les dictateurs chouchoutés sont ceux qui sont les plus enclins à travestir la réalité pour qu'elle soit audible aux citoyens occidentaux, lesquels, comme chacun sait, ont les oreilles fragiles. Il ne ment pas seulement à la télévision, il ment aussi dans ses livres, où il parle abondamment de la justice et du droit. Hassan II est quelqu'un qui tient beaucoup à sa réputation de juriste. Il dit souvent qu'il faut savoir dominer les passions humaines, les haines stériles, pour que la froide neutralité du droit décide en matière pénale. C'est très vrai et il est très attaché à cette idée, mais dans sa bouche, c'est du vent. Au contraire, c'est le champion des procès expéditifs, des procédures illégales, des enlèvements d'opposants sans explication. Hassan est bien un homme pour qui le mensonge est familier, surtout lorsqu'il s'adresse à l'Occident, cette terre de mécréance. Mais attention, entendons-nous bien, que Hassan soit préoccupé par son image, c'est tout à fait indispensable. Dans certaines conditions, le maintien du régime peut dépendre même d'une bonne vitrine. Mais une image, ça ne veut pas dire un écran de carton. Hassan est cultivé, il est très intelligent. On aurait espéré qu'il utilise cette intelligence pour combattre la corruption dans son pays, améliorer l'éducation, freiner l'implacable extension de la pauvreté urbaine. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Son intelligence, il l'a mise tout entière au service de son image. Pourquoi fait-il tous ces barrages? Outre son désir certain d'irriguer les terres marocaines, et il faut l'en remercier, les barrages sont quand même un très bel instrument de propagande. Un barrage, ça s'inaugure, c'est visuel, c'est grandiose, ça fait l'encart dans les journaux. Pourquoi par contre cède-t-il à la corruption? Parce que la corruption est typiquement une réalité sans image, souterraine, incolore et inodore, impossible à photographier. Mais autour de lui, plusieurs personnes se sont opposées à cette façon de recouvrir les affaires de la nation d'un vernis trompeur. D'abord, il y a Mehdi Ben Barka. Ben Barka a adopté un socialisme révolutionnaire très anti-occidental. La critique qu'il formule contre la monarchie est marxiste. La monarchie ne semble pas vouloir distribuer les richesses, mais l'aurait-elle fait que ça n'aurait pas changé grand-chose à son combat, puisque, dans l'esprit de Ben Barka, les monarchies sont par définition des régimes dépassés qui reproduisent, entre le roi et ses sujets, un rapport de force fondamentalement inégalitaire et féodal. Ayant agité les foules pendant tant d'années pour les tourner contre la monarchie, un tel personnage ne pouvait que mourir. La seconde, c'est Mohamed Oufkir. Cet homme étrange, serviable, loyal à la monarchie, ne reniant pas une certaine filiation entre le Maroc indépendant et le protectorat français, espérait que le Maroc se souvienne des projets de développement économique et social que la France avait pu soutenir pendant l'époque coloniale. De fait, il ne supportait plus la propension du roi à la corruption et, à partir de 1971, se rapproche des militaires putschistes pour dégager des solutions politiques aux problèmes de la corruption hassanienne, par exemple par l'avènement d'une régence. Mohamed Oufkir avait une femme,
Fatima Oufkir. Eux deux connaissaient le roi personnellement, intimement, l'un comme l'autre. Ils n'ont jamais été dupes de son image. Vous avez peut-être fait l'expérience dans votre vie de certains amis qui vous connaissent mieux que vous-même et que vos humeurs ou vos frasques ne trompent pas, devant qui les jeux de rôle sont inutiles. Je crois, c'est mon hypothèse, qu'il s'est joué quelque chose de similaire entre le roi et les époux Oufkir. Comme si, dans leur regard, Hassan se sentait vu dans son être manipulateur, dominateur et narcissique. Et c'est ça qu'il n'a pas supporté. Lorsqu'il observe quelqu'un qui ne s'extasie pas devant son éloquence, lorsqu'il a le sentiment d'être percé à jour, alors il entre dans des colères froides et un désir de vengeance l'envahit et le hante pendant des années, jusqu'à ce que le temps fasse son œuvre et que cette haine violente qui le tenaille s'atténue et disparaisse. Les choses mûrissent. Laissons-les mûrir. Il aura donc fallu 19 ans de mûrissement pour qu'il convienne que des enfants innocents n'ont rien à faire en prison. Je reconnais que je me suis permis ici de donner des hypothèses personnelles et vous n'êtes pas obligé d'y souscrire. Mais il me fallait m'expliquer un peu sur certaines zones d'ombre avant de pouvoir me pencher sur ce qui est lumineux chez Hassan. Parce que oui, Hassan n'est pas fait que de ténèbres. Disons-le, beaucoup de Marocains le regrettent. En soignant sa propre image, Hassan a soigné indirectement l'image du Maroc et des Marocains qui se sentent représentés par lui. On ne se doutait pas avant lui qu'il pouvait exister au Maroc une diplomatie d'une telle qualité, des analyses politiques aussi pertinentes, une sensibilité si grande aux événements qui agitent la planète. Nous-mêmes, Français, nous voulions souvent connaître ce que Hassan II pensait de ceci ou de cela. D'accord, son cérémonial nous paraissait poussiéreux et daté, mais justement, c'est pour ça qu'on aimait le regarder. Il nous rappelait ce vieux monde où les nations croyaient en leur destin, ce monde dont nous faisions partie jadis. Et nous cherchions à retrouver chez lui une part de nos anciens rêves. Avouons-le, dans les mots qu'il prononçait, il y avait de pieux mensonges peut-être, mais il y avait aussi de grandes vérités. Hassan savait, lui, que les concepts politiques novateurs apportés par les Européens, comme la séparation des pouvoirs, ou le socialisme, ou la démocratie, ont beaucoup moins défiguré les régimes claniques africains que ce que l'on pourrait croire. Comme il le disait lui-même, les chefs n'ont fait que changer de nom. Le chef du clan n'est plus resté le chef du clan, mais il est devenu le chef du parti unique. Sur ce point, il est d'une clairvoyance totale. Et s'il parlait alors du monde africain, cela est lourd d'enseignements sur la conception qu'il avait de l'avenir du Maroc. Les gens comme Ben Barka, idéalistes marxistes qui prétendent vouloir détruire les monarchies, bien souvent ne font que les déshabiller pour les affubler ensuite d'un attirail républicain ou socialiste moderne. À force de parti unique, de police révolutionnaire, d'armée populaire, ils retombent en fait inévitablement dans des structures quasi monarchiques, mais qui soudain sont prises comme une espèce de pudeur d'intellectuels et refusent de dire leur véritable nom. Ce sont des monarchies qui se convertissent aux effets de mode, apportés par l'Occident. Hassan se refuse à une telle hypocrisie. On a beau dire qu'il est familier avec le mensonge, sur les questions à proprement parler politiques, il n'est pas un menteur et n'aime guère qu'on s'illusionne avec des mots. De même, on peut voir en lui un homme corrompu, et sans doute a-t-il donné des parts de marché publiques, des fonctions officielles, des levées d'interdits ou des faveurs diverses à des familles déjà bien installées et bien enrichies, qu'il fidélisait pour mieux les dominer. Mais remarquez qu'il y a bien quelque chose qu'il ne vendrait jamais, pour aucun prix. C'est sa grande famille, selon son expression, le royaume du Maroc, et en particulier ce qui en constitue le sommet, la monarchie marocaine. La monarchie est une institution qui concentre en elle un faisceau de valeurs historiques, culturelles, spirituelles, et s'il faut la maintenir en vie, c'est parce que les Marocains s'identifient en elle et participent de son destin. Du temps qu'il était prince, Hassan a vécu dans sa chair les humiliations de la monarchie. Dès son retour d'exil, il est confronté à des épreuves très difficiles. Les harangues de Ben Barka contre la monarchie, les revendications algériennes sur Tindouf, les émeutes estudiantines de Casablanca, le coup d'état de Srilat, le putsch des aviateurs, le scandale des enfants Oufkir, les émeutes du pain, l'émergence du Polisario et la conquête du Sahara. Le bon sens aurait voulu qu'au milieu de toute cette tempête, la monarchie s'effondre, comme ailleurs. Et pourtant, le Maroc est pratiquement la dernière monarchie encore debout en Afrique. Comment a-t-elle pu résister si longtemps? La réponse se trouve certainement dans le palais de Srilat. Ce que Nasser a fait en Égypte, ce que Kadhafi a fait en Libye, il semblait écrit que Mohamed Ababou parvienne à le faire au Maroc. Il n'y avait qu'à aller faire sauter les gonds de la porte et éliminer cet homme
qui se cachaient dans les cabinets. Tenu en joue par des mutins, il s'est fait connaître à eux et les cadets n'ont pas tiré. Et ensemble, ils ont récité la première sourate du Coran. Tu crois pas qu'il a un petit peu enjolivé l'histoire? Mais ça n'a pas d'importance qu'il l'ait enjolivé ou non. Ce qui devait être un naufrage, il en a fait une légende. Si à l'avenir d'autres rois doivent continuer à régner sur le Maroc, eh bien ils le devront à l'incroyable solidité du trône de cet illustre prédécesseur. De même, il est impossible de ne pas penser à la Marche verte et ce qu'elle a pu représenter pour les Marocains. Cette marche leur a donné quelque chose d'absolument inestimable, le sentiment d'exister en tant que peuple et de retrouver prise avec le réel, après cet endormissement que fut la colonisation. Et le Sahara fut annexé, non pas parce que les Nations Unies l'ont admis, ou parce que l'Espagne a cédé, non, c'est la parole de Hassan, c'est elle seule, qui a été performative. Le roi avait proclamé ses droits sur le Sahara, et c'était alors non Hassan lui-même qui parlait, mais toute la mémoire séculaire du Maroc qui semblait parler par sa bouche, comme si les Almoravides et les Saadiens venaient de sortir du sable, dégainant leurs sabres rouillés, après des siècles d'enfouissement, revenus du passé pour redonner au Maroc une vieille prise de guerre, un vieux butin perdu laissé sous les dunes. D'une certaine manière, il a suffi à Hassan de dire que le Sahara était marocain pour qu'il le devienne en effet. Dans un monde au bord du péril atomique, où les puissances coloniales s'effondrent, où les frontières se redessinent, les peuples acquièrent de nouveaux droits, l'islam se remet en question, les constitutions sont révisées, suspendues, rétablies, les terres changent de main, le patriarcat se débat et les putschs s'enchaînent. Mais au centre, quelque chose reste, comme une barque sur laquelle on pourra toujours trouver appui, quelque chose qui donne une impression d'immortalité. Et cette chose, c'était la monarchie marocaine. Et les hommes sont ainsi, ils ont besoin de croire un peu, à la dérobée, dans l'éternité des choses terrestres. On peut détester Hassan II, il faut bien reconnaître qu'il n'a jamais été un homme de renoncement, qu'il y avait en lui une incroyable pulsion de vie qui lui permettait de se tirer de situations dans lesquelles la plupart des hommes auraient abandonné. On me dira que s'il a sauvé la monarchie du péril, il l'a peut-être fait par égoïsme. Mais qu'est-ce que ça change? S'il l'a fait, c'est déjà beaucoup. Ce jour-là, où il s'était enfermé dans la pièce la plus inavouable du palais de Srilat, une histoire d'un millénaire était sur le point de s'achever. Pendant quelques heures, le destin de la monarchie marocaine se trouvait entre ses mains. Elle aurait dû mourir. Mais elle vécut. Voilà l'étrange miracle que l'on peut lire sur l'étoffe de Sa Majesté le roi du Maroc et commandeur des croyants, Hassan II.